Bonjour, bonjour. Voilà, j'accueille aujourd'hui pour une interview Florence Duchamp. Alors, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de mettre en lumière les délégués de la Ligue des optimistes de France. Et aujourd'hui, je suis avec Florence. Voilà, bienvenue Florence dans cette interview optimiste. Et donc, toi, tu viens de Rennes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'habite à Rennes. Je ne viens pas de Rennes, mais j'habite à Rennes en ce moment. D'accord. Saint-Malo, très exactement. Ah, c'est Saint-Malo, d'accord. Ah bah oui, sympa Saint-Malo, j'adore. Belle ville, Ah, belle c'est une très cité. très belle cité. Ouais, j'adore. C'est vraiment. Voilà. Mais j'anime essentiellement sur Rennes, effectivement. D'accord. Ok. Les gens connaîtront mieux la grande métropole bretonne. Alors Florence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, alors bon, qui je suis, en fait, j'ai pas trop envie de te parler de ce que je fais dans la vie. J'ai pas trop envie. J'ai Ben, plus bien, envie je te de te laisse dire, faire. ouais, j'ai plus Envie de envie de te, partager. voilà, j'ai plus envie de te partager en fait quelques mots-clés qui Hmm. sont ma raison d'être, en fait. Je ne sais pas si tu connais le livre de John Strelecki, là, les 5 Je ne sais pas celui-là. tu ne le connais pas, les 5 grands rêves de vie. Et je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, il fait partie un peu de tous ces penseurs américains, du why, le pourquoi on est là, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, Simon Sinek, voilà. Mais c'est aussi la quête d'une vie. Donc j'ai envie de te parler de ça, moi. J'ai envie de te parler de ma raison d'être. Alors ma raison d'être, c'est d'abord accompagner plutôt qu'agir, accompagner dans la vie avec le plus de sagesse possible, alors ça c'est peut-être un peu lié à l'âge, le plus d'engagement et aussi l'acceptation. Voilà, ces 3 mots-clés qui sont importants pour moi. Et donc, dans ce livre, je le remontre pour ceux qui n'étaient pas là au début, dans ce livre de John Strelecki, on nous invite à faire un exercice qui est de réfléchir à un mot qui nous parle vraiment. Et moi, le mot qui me parle vraiment, c'est vivre. Vivre vraiment à fond, pleinement, avec le plus d'énergie, de joie, dans le partage. Et donc, par rapport à ces 5 lettres de vivre, il faut donc dire qu'est-ce qu'elles représentent pour nous. Donc, il y a le V de vivre. Pour moi, c'est valoriser l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi valoriser l'entrepreneuriat? Ça va quand même permettre de me présenter un petit peu. J'ai aussi été entrepreneur, tu vois, à un moment donné. Entre 2007 et 2011, j'ai monté une start-up. J'ai eu jusqu'à 5 salariés avec 2 associés et aujourd'hui, donc le site existe toujours. Il a été racheté. Aujourd'hui, donc depuis cette expérience de quelques années, j'accompagne les jeunes entrepreneurs. C'était dans quel domaine ton Alors, business? c'était dans le domaine des ventes privées. C'est un site internet de vente privée qui a été ensuite revendu à une autre compagnie. Et donc depuis, il y a 2 choses que je fais. J'accompagne les lycéens, les BTS, même les collégiens parfois, avec l'association de Philippe Ayat, qui est un de mes amis de l'ESSEC à l'époque, et qui a créé cette association 100 000 entrepreneurs, pour que des entrepreneurs viennent donner le goût d'entreprendre aux plus jeunes. Et puis, je travaille aussi avec des porteurs de projets. Alors, ce n'est pas forcément des porteurs de projets qui vont être dans les écosystèmes comme le Village by CA, je travaille aussi avec eux, évidemment, ou la French Tech, mais ça peut être aussi des porteurs de projets qui sont dans un changement de vie. Ça peut être quelqu'un qui monte des chambres d'hôtes, quelqu'un qui va monter une boucherie, qui va monter un restaurant. Voilà. Parce qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui veulent passer de métiers, on va dire, plus conventionnels à des choses peut-être plus manuelles, plus proches voilà, De ce qu'ils aiment, en fait. de ce qu'ils aiment, voilà, se connecter. Peut-être ils ont fait des études. Ça me parle. C'est ça, voilà. Ils ont fait des études, voilà, parce qu'ils étaient brillants, ils ont passé des concours, et puis un jour ils disent tiens, mais moi j'aime travailler la terre, ou moi j'aime organiser des événements, ou moi j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Voilà, donc ça c'est le V.
Ensuite, le I de vivre, pour moi, c'est inspirer la joie de vivre et l'amour. Alors, voilà. Donc, tous les jours, je lis des poésies, des lectures sacrées. J'accompagne aussi des personnes. Bon, j'ai la chance d'accompagner ma maman aussi dans une période de sa vie voilà, qui est le grand âge. J'ai aussi la chance d'accompagner mon fils qui a une différence. Voilà, donc les lectures, pour inspirer la joie, c'est des lectures et de l'action au quotidien, avec une focalisation sur, sur un mot au quotidien. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus concrètes comme danser, bouger, marcher, se connecter à la nature. Hein, voilà, pour tout le temps avoir cette joie au cœur. Voilà, avoir cette joie au cœur et l'inspirer, la partager. L'autre V, c'est voyager. J'ai beaucoup voyagé, j'ai été très, très, très privée, comme tous ceux qui aiment voyager hein, depuis 2 ans. Lorsque je travaillais dans un grand groupe Elf Aquitaine, en l'occurrence, j'avais eu l'occasion de faire voilà, des tas de voyages professionnels. Sur le plan personnel, un jour j'ai compté, et d'ailleurs je l'ai mis à la fin du livre, j'ai mis le nombre de pays que j'ai visités, j'en ai visité 32. Mais j'ai encore plein de rêves, et c'est ça qui compte, c'est pas ce qu'on a fait, c'est surtout les rêves qu'on a. Et voilà, voilà. Et il y a des pays où j'aimerais beaucoup aller, et j'attends avec, voilà, je croise les doigts, voilà, que bientôt on va pouvoir réouvrir les frontières. J'aimerais beaucoup aller au Japon, j'aimerais beaucoup aller en Mongolie également. Voilà, il y a un certain nombre de pays qui m'attirent. Le Pérou aussi, hein, voilà, donc, dans un esprit de découverte, on va dire. Ensuite, le R de vivre. Alors là, c'est beaucoup plus pragmatique que ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est récolter les fruits de mon engagement. Et voilà, pour redonner ensuite. Donc, ce que j'ai appris alors, par des amis plutôt orientaux, des grands chefs d'entreprise marocains, qui m'ont expliqué certaines subtilités, et on retrouve aussi ça hein, dans notre culture occidentale, mais l'argent, ça doit circuler. L'argent, c'est quelque chose qui, voilà, il ne faut pas avoir peur de le créer, mais il faut aussi le faire circuler. Récemment, il y a le rappeur Nino qui a dit « Je ne travaille pas pour l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien ». Et je trouve que c'est… Bon, avant lui, il y avait d'autres personnalités qui l'ont dit. Je crois qu'il y a Aznavour aussi qui a dit cette phrase, et peut-être même c'est une phrase qui vient je ne sais pas exactement de qui, mais bref, je trouve qu'elle est quand même assez impactante. Je ne travaillerai pas pour rien. Je ne travaille pas pour l'argent. Non, ce n'est pas mon objectif premier, mais je ne travaillerai pas pour rien. Donc, en fait, le fruit de mon travail, cette récolte, va me servir ensuite à mettre en place un certain nombre de projets, voilà, parce que bon, je sais que jusqu'à un âge très avancé, je vais avoir plein de projets. Mais bon. C'est aussi ce qui rend optimiste, hein, quelque part. C'est ça. Un peu plus loin, mais justement, tu poses vraiment le débat au centre. C'est voilà, c'est avoir des rêves, avoir des projets, ça fait se sentir vivant. Voilà. Se sentir vivant, voilà, vivre, voilà. Et le E, en fait, c'est le mot de ma matinée. Tu vois, ce matin, j'ai lu un passage de la Bible, parce que je lis la Bible régulièrement et je trouve que c'est un livre universel. Je lis aussi le Coran, bon, pas dans le texte, hein, mais je lis aussi d'autres textes sacrés. Et aujourd'hui, c'est écouter. Écouter. Savoir écouter, savoir, voilà. Donc, c'est quelque chose que je dois travailler, ça. Je te fais une confidence, c'est quelque chose que je dois travailler. Et voilà, il y a des jours où je me focalise vraiment sur ça. Voilà. C'est puissant. On n'a pas appris à écouter quelque part, on a appris à faire. C'est ça. L'écoute, il y a quelque chose de l'ordre de la réception, de l'accueil. Ouais, c'est ça. On a beaucoup les uns et les autres à apprendre là-dessus, effectivement. Wow, merci. Oui, voilà. Donc voilà ma présentation. Une belle présentation originale et en même temps, voilà, avec plein de. On est déjà dans la profondeur. C'est waouh, ça me tombe. Puis il y a beaucoup de points en commun, belle Florence.
Merci, belle Virginie. Chouette, chouette. Alors, en off, tout à l'heure, tu me disais que tu fais partie des premières personnes à avoir, enfin, des anciens, entre guillemets, des délégués de la Ligue. Est-ce que tu peux me raconter quand est-ce que tu es rentré dans la Ligue, pourquoi tu y es rentré, voilà, comment tout ça s'est né quelque part? Ah oui, alors j'y suis rentrée en 2018, mais je connaissais le Printemps de l'Optimisme depuis sa création, en 2011. Je suis allée avec une très chère amie qui est sophrologue aujourd'hui. C'était le tout début de ses études de sophrologie. Et à l'époque, donc, on faisait un peu plein de visites comme ça, d'événements qui nous semblaient intéressants pour le bien-être des gens. Et l'optimisme nous a semblé intéressant. Moi, j'étais son cobaye dans le cadre de ses études de sophrologie. Elle a tout testé sur moi. Et donc, avec Samia, on est allé au Conseil économique et social et on a assisté au premier Printemps de l'Optimisme. Et puis après, se sont passés, ça devait être en 2011, je crois, ou je ne sais plus. Et donc, après quelques années se sont passées, moi j'étais sur d'autres projets à ce moment-là. Et en 2018, lorsque je suis arrivée en Bretagne, parce qu'en fait, ça a été la connexion avec la Bretagne. Alors, je suis arrivée en Bretagne en 2015, donc ça va faire 7 ans maintenant. Avant, j'habitais Paris. Et quand je suis arrivée en Bretagne, bah, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et j'ai vu que, totalement par hasard, synchronicité, que la Ligue des optimistes recherchait un délégué sur Rennes. Alors, je me suis déjà d'abord renseignée pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient organisé des dîners optimistes. J'ai d'ailleurs rencontré des personnes formidables qui sont devenues des amies depuis. Je pense notamment, et je lui fais un petit coucou à mon ami Vincent Delourmel, qui est un spécialiste de la mémoire, un conférencier fabuleux, avec qui on a organisé des événements en 2018 et 2019. Mais voilà, mais aussi plein d'autres personnes. Et donc, Vincent n'avait pas le temps, n'avait pas le temps de reprendre la Ligue des optimistes. Donc, j'ai posé ma candidature, voilà, en 2018. Et qu'est-ce que tu as, donc tu me parlais de conférences que tu avais organisées dans le cadre de dîner. Qu'est-ce que tu as, depuis 2018, comment tu as œuvré au sein de la Ligue et puis après, tu me parleras de comment tu as envie de continuer à œuvrer là, sur les années à venir. Alors, j'ai œuvré au sein de la Ligue, d'abord en proposant des conférences pendant le Printemps de l'Optimisme, en 2018 et en 2019, lors de la venue de Martin Seligman. J'avais aussi proposé, 2 années de suite, j'ai proposé une conférence sur le punch, sur l'énergie. Et en fait, il faut savoir que la première conférence que j'ai donnée à la CCI de Paris dans le cadre du Printemps de l'Optimisme a donné naissance à mon livre, à Grave la pêche. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas encore écrit sur l'énergie à ce moment-là. Et la conférence, elle s'est super bien passée. La salle était bondée, les gens dansaient. Enfin bon, c'était vraiment une conférence. C'était ma première conférence. J'y suis allée avec l'énergie du cœur, aucune technique, rien. Ça s'est super bien passé. Et à la fin, plein de gens sont venus me demander, mais comment on fait pour avoir l'énergie au travail, dans la vie? Des fois, on est fatigué. Comment on fait pour toujours garder Je me suis dit, tiens, ça peut être un thème intéressant. Surtout que j'avais lu, il y a peu de temps avant, un livre d'un Américain, parce que tu l'as peut-être compris, mais je suis très, très connectée avec les États-Unis depuis bien longtemps, et un livre de Brandon Burchard qui disait qu'une des grandes clés du succès, entre autres, c'était l'énergie. Il n'y avait pas que ça, mais c'était l'énergie. Tous les leaders ont une formidable énergie. Et donc, voilà. Et donc, le projet est parti comme ça. Et donc, bon, voilà comment j'ai œuvré en donnant ces 2 conférences. Alors ensuite, en région, parce qu'après, il fallait revenir en région et mettre en place des événements. Là, ça a été des conférences où j'ai invité différentes personnes en créant des choses un petit peu originales. Par exemple, il fallait oser le faire. Vas-y, c'est bien. Je fais venir 2 conférenciers qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. À la fin, ils sont sortis, ils se tenaient par l'épaule, ils étaient potes. Alors, le premier, c'est Patrick Négaré, il vient de prendre sa retraite, qui était directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Versailles, qui est aussi animateur de club et expert pour le réseau APM.
Et donc, Patrick Négaré, c'est assez sérieux quand même. Hein. Voilà, il a eu plusieurs fois le prix de l'innovation managériale dans le service public. C'est une carrière, voilà, c'est un monsieur formidable, mais c'est un manager, donc c'est assez sérieux. Puis à côté de ça, j'avais invité un basketteur sénégalais qui est assez connu sur Rennes, qui s'appelle El Kabir Pen, et qui lui, alors lui aussi, c'était la première fois qu'il faisait une conférence, tu vois, comme moi je faisais en 2018 à la CCI de Paris, lui c'était la première fois qu'il faisait une conférence, mais il a fait une conférence à l'africaine, absolument magique sur le temps. Et c'était, alors pas totalement improvisé parce qu'il avait un peu écrit, mais très 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 naturel et très improvisé. Et c'était génial. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. J'ai croisé encore, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, lors d'une soirée, quelqu'un qui m'a dit « J'étais à cette conférence et c'était génial ». C'était vraiment un truc, voilà. Donc ça, c'était un exemple de soirée qu'il a pu avoir en créant un peu de la disruption, un peu de, voilà. Je n'ai pas fait venir 3 managers, voilà, qui allaient parler, voilà. Ensuite, j'ai invité aussi une autre fois une présentatrice de TVRN, qui est c'était plutôt sur l'audace et l'optimisme. Et donc là, c'était une présentatrice de TVRN qui a monté une émission. Donc TVRN, c'est la TV locale. Et Juliana Alain avait monté une émission. Elle est arrivée en France. En fait, elle ne devait pas rester en France. Elle était venue avec sa mère en vacances, ce qu'elle raconte lors de l'interview que je lui ai faite après. Et puis, elle tombe amoureuse d'un Français. Bon. Et donc, elle va rester. Elle va rester. Sauf qu'il faut qu'elle travaille. Elle parle à peine le français. Bon. Et donc là, c'est une fille qui nous montre toute l'audace de quelqu'un qui arrive dans un pays, qui doit voilà, faire des rencontres, s'adapter. Donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième événement. Et puis après, il y a eu un troisième événement, éducation et optimisme. Alors là, j'avais tous les enseignants de Rennes qui étaient dans la salle, de pas mal d'institutions. Et on ne t'entend plus, Virginie, quand tu parles. Ah bon? Ah oui, on ne t'entendait plus, c'est pour ça. Là, c'est bon. Et voilà, donc là, j'avais invité, parce qu'en fait, je fais aussi des connexions avec d'autres réseaux. L'Association française des conférenciers professionnels, j'ai rencontré une personne mais magnifique que j'adore et qui s'appelle Edgar Abdelschmark et qui est un ancien professeur de classe préparatoire et qui a accompagné énormément de jeunes vers le succès des concours. Et Abdel, donc Edgar, j'appelle Edgar et Abdel, il est venu faire une conférence sur l'éducation, enfin l'optimisme et l'éducation. C'était avec Vincent Delourmel aussi et une autre personne qui s'appelle Cyril Barbet, que j'ai croisé à d'autres occasions. Et là, on a fait une formidable soirée où on a terminé ensuite par un jeu de questions-réponses avec les parents et d'autres enseignants qui étaient dans la salle. Et ça a été d'une très, très grande richesse sur l'apport de l'optimisme. Et ma fille, qui était dans la salle à ce moment-là, qui n'est pas forcément une optimiste née, qui est plus quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, voilà, c'est un profil bien particulier maintenant, elle fait des études d'ingénieur agro, elle est tout le temps dans l'interrogation, ça n'a jamais marché, voilà, quand elle a eu son bac mention très bien, mais elle est revenue et non, elle avait tout raté, voilà, donc c'est pour montrer le profil. Et quand elle a entendu tout ça, elle m'en a parlé plusieurs fois. Voilà. On n'entend plus ton son, Virginie, de nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu m'entends pas là? Si, là je t'entends. C'est bon. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Le son varie. Ah, c'est magnifique ce qui s'est passé avec ta fille. Oui, tout à fait. Ouais. Et elle a vraiment tilté sur ça. Alors après, elle a plein d'autres choses à apprendre dans la vie. C'est peut-être pas son point de focalisation actuel, quoique. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans son mental. Mais là, j'y suis pour rien. Hein. Là, c'est parce qu'elle fait elle-même un travail. J'ai envie de rebondir tout de suite. J'ai envie de rebondir tout de suite dans le vif, puisque tu parles de ta fille. Est-ce que tu penses que tout le monde, justement, est optimiste ou est-ce qu'on peut devenir optimiste? Voilà, quelle est ta vision de la chose?
Bah, en fait, moi, je suis tout à fait en phase. Je pense que c'est vraiment une soft skill, l'optimisme. C'est vraiment. D'ailleurs, Martin Seligman, avec toutes les études qu'il a faites sur la psychologie positive, nous a montré que on pouvait devenir optimiste. Mais tout part de l'intention, bien sûr. C'est le philosophe Alain qui disait le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme est de volonté. Donc, il y a une intention et une volonté, et une vraie volonté, parce que c'est un travail. Une volonté, une décision à un moment donné, se dire, bah, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide de. Voilà, je décide d'eux, mais il ne suffit pas de décider. Après, c'est comme dans le coaching. Je sais que tu coaches aussi. C'est comme dans le coaching. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut peut-être pas mettre trop d'objectifs en même temps. Tu peux, par exemple, te mettre un objectif sur 3-4 mois d'améliorer tout simplement ta communication, apprendre à parler peut-être plus positivement. Voilà, mais ça, rien que ça, c'est un exercice. Hein, Il faut décider, puis après passer à l'action. et passer à l'action. Ouais. Pas juste décider et puis attendre que ça se passe. C'est ça, passer à l'action, mesurer les résultats, avoir un objectif qui soit quand même assez atteignable et mesurable, justement. Hein, c'est les grands principes du coaching. Et voilà, et puis faire en sorte que petit à petit, notre comportement va se transformer petit à petit. Alors, on peut agir sur la communication, on peut aussi agir sur son mental, on peut aussi agir sur sa posture optimiste. On peut agir sur également avoir des relations plus positives avec les gens. Donc là, c'est un peu plus complexe que la simple communication. Ça va venir jouer au niveau émotionnel. Comment vraiment cultiver, et je sais que le sujet de la joie est un sujet qui te parle énormément, comment arriver à être en joie, vraiment, mais pas la joie, c'est pas l'excitation, hein, c'est la joie intérieure, qui fait que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu échanges avec quelqu'un, il sent vraiment que cette joie, elle est ancrée, que c'est pas juste un phare ou un masque, que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de partager avec cette personne. Génial, génial. Merci pour tout ça, Florence. Ouais, donc pour toi, l'optimisme, ça se cultive et ça se développe, ça s'entretient. C'est ça. C'est ça. C'est une forme de posture, quelque part, par rapport à la vie. Oui, c'est une posture. Ouais, c'est une posture avec une intention quotidienne, en fait. Oui, c'est important de préciser le mot quotidien, je trouve. Quotidien, exactement. On a vite fait, on a connu le contexte qu'on connaît actuellement, on a vite fait de plonger, de se laisser happer par l'extérieur. Et c'est vrai que le fait de cultiver au quotidien, on maintient quelque part un certain niveau d'énergie, d'optimisme, de foi, et qui n'est pas dépendant de l'extérieur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager par rapport à des actions que tu as menées ou que tu as envie de mener là, dans l'année qui vient, d'autres idées, des trucs qui font vibrer par rapport à… Bah écoute, déjà je regarde le temps, il y a 52 minutes déjà qu'on parle. Non, c'est parce qu'on a fait… Ah bon, j'ai eu peur parce que là je me dis mais le temps passe à une vitesse, mais c'est hallucinant. Je regarde. 52 minutes là, il va falloir faire des coupures. Hein. Non, c'est ce que tu me racontes. Bah, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager, moi bah, je ne sais pas. Simplement… Non, mais après, s'il n'y a pas de… Voilà, s'il n'y a pas de projet particulier, tu vas continuer dans la ligne droite d'organiser des conférences. Ah oui, ah oui, non, attends, j'ai failli oublier le gros événement que j'organise en juin. Ah, je vais annoncer la date, là, oui, parce que là, c'est quand même un truc important que je vais mettre en place. En fait, j'ai rencontré, comment est-ce que je l'ai rencontré? J'ai rencontré par un club d'entrepreneurs bretons, Olivier Clanchin, qui est le président de l'ABEA, qui est l'association bretonne de l'industrie des entrepreneurs de l'agroalimentaire.
et qui est également présidente de Tribala, la marque Soja Sun, voilà. Et donc, le 2 juin, dans l'auditorium du village Baïséa, nous allons organiser une grande soirée autour de l'innovation managériale que Olivier Clanchin et ses équipes ont mise en place au sein de Tribala, après avoir lu le livre dont tu as certainement entendu parler de Frédéric Laloux, La réinvention des organisations. Je ne dis pas en anglais, hein, mais la réinvention des organisations. Et donc, c'est un petit peu dans la mouvance des livres sur l'entreprise libérée de Isaac Getz. Sauf que là, c'est encore un petit peu différent, ça va plus loin. Et il y a d'ailleurs des coachs aujourd'hui en innovation managériale qui se sont placés sur ce créneau-là et qui accompagnent les entreprises à la transformation. Et donc, l'entreprise Tribala, donc là, je ne parle pas d'Olivier Clanchin, je parle de l'entreprise Tribala, ils vont venir nous présenter ce qu'ils ont mis en place pour faire remonter un maximum d'informations de la base, pour améliorer, bien sûr, la productivité et la performance de l'entreprise, mais que ça soit beaucoup plus managé en équipe projet et très transversal. Et c'est aussi pour s'adapter à ce que souhaite la jeune génération en termes d'organisation dans les entreprises. Voilà, donc on va mettre ça en place avec le village Baïséa, à l'auditorium du village Baïséa, avec toute l'équipe, alors toute l'équipe peut-être pas, mais voilà, ils vont être 5, 6 sur scène pour nous partager et nous faire vivre et jouer aussi un petit peu les différentes problématiques qu'ils ont pu rencontrer et comment ils ont structuré tout ça. Et ça sera donc un événement de la Ligue des optimistes. Voilà, ça c'est l'événement que je prépare. C'est hyper. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'événement de Rennes, le 2 juin. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques pépites, tu vois, on parlait d'optimisme au quotidien, c'est quoi pour toi, ce serait quoi pour toi ces pépites que tu as envie de partager avec les auditeurs? Quelques pépites, Une, deux, enfin voilà, ce qui te vient. Ce qui me vient là tout de suite, alors, attends. En fait, l'acceptation, c'est vraiment quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment. Et quand on travaille, notre capacité d'accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'on l'a faite, telle que nos choix ou parfois des événements malheureux extérieurs dont nous ne sommes pas responsables ont pu l'orienter, ce qu'on appelle le destin. Voilà, on est dans une phase de vie où si on accepte ce qu'on a, ce qu'on est, ce qui ne veut pas dire qu'on va rester statique. Non, non, non. Oui, c'est important de le préciser. Mais c'est important de le préciser parce qu'on pourrait comprendre en entendant ça, ben voilà, on devient fataliste. Non, mais accepter la situation telle qu'elle est. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'accompagne ma maman depuis 2 ans, à la fois sur sa situation de santé et sa situation financière. Mais bon, pour sa situation de santé, bien sûr, on a tout un écosystème qui l'aide, qui l'accompagne. Mais je suis étonnée, parce que ma maman a une grande foi, c'est peut-être elle qui me l'a transmise aussi, je suis étonnée de voir à quel point, avec une situation de santé quand même très, très, très dégradée, elle accepte. Mais en fait, non seulement elle l'accepte, mais elle l'avait peut-être même un peu anticipé. Et c'est ça qui est assez incroyable. Elle m'avait toujours dit, et ça, les amis de la famille qui nous connaissent depuis 30 ans peuvent témoigner, que quand elle serait dans un âge avancé, elle vivrait dans un monastère. Je disais, enfin, maman, tu vas vivre dans un monastère, c'est pas Alors, elle ne vit pas dans un monastère, mais comme elle ne peut plus sortir de chez elle depuis 5 ans, c'est comme si
C'est comme si, et elle a créé, alors elle est chez elle, elle s'est créée un univers où elle cultive beaucoup sa spiritualité, mais surtout, elle me donne une grande leçon d'acceptation. Et ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait aller avec l'optimisme, parce que quand on est dans l'acceptation de sa situation, on ne laisse pas les énergies négatives nous pourrir. Et donc, on crée un terreau qui est favorable à l'optimisme. Alors, si en plus on le cultive, eh ben là, on peut peut-être, je dis bien peut-être, stabiliser à cette joie, quelles que soient les circonstances. Ouais, donc, voilà. Vraiment comme un terreau, quoi. Comme un terreau, ouais, comme un terreau. Voilà, donc ça c'est... Voilà. On arroser avec quoi ce terreau pour laisser pousser la graine de Comment on l'arrose? On l'arrose avec des techniques, on l'arrose avec des pratiques, on l'arrose avec des rituels. Pourquoi est-ce que les rituels... Est-ce que tu as un exemple de rituel à partager? Un rituel optimiste? Un rituel optimiste que je fais, c'est surveiller dans la journée. Donc c'est un rituel de surveillance, hein, voilà, de surveiller dans la journée. Si je prononce une phrase où il y a de la négativité, tout de suite me dire tiens, comment je pourrais tourner la phrase de manière positive. C'est vraiment d'observation de soi, en fait. D'observation de soi. Je prends du recul par rapport à qui je suis et je m'observe. Voilà, la vue hélicoptère, tu vois, le truc, voilà. Ça, c'est un rituel que je mets en place. Alors, je ne te dis pas tout le temps, hein, parce que bon, il y a des phases de rituel. Mais il y a une période. Là, en présence à l'esprit, quoi. Voilà. Par moment, j'ai ça en présence. Voilà. Alors, quel serait ton message optimiste, Florence? Alors, mon message optimiste, pour, on va dire, plus général. Alors, tout le monde dit, oh, la France, on est pessimiste, tata. Moi, mon message optimiste, c'est de voir toutes les entreprises qui se créent. Et surtout, je vais vous donner 3 chiffres. En 2017, on avait 3 licornes. Alors, les licornes, je donne la définition, c'est les entreprises dont la valorisation est de plus d'1 milliard d'euros. On avait 3 licornes en 2017. En 2022, on en a 26. Et il y en a eu 13 en 2021. Alors souvent, c'est des choses qui, voilà, c'est des noms qu'on a peut-être vus. Il y a Back Market, le reconditionné, Mano Mano, sur le bricolage, très très connu, Deezer, tout le monde l'utilise maintenant, Blablacar, qui n'a pas pris un Blablacar, voilà. Donc tout ça, voilà, les licornes qu'on a en France. Et moi, je suis très optimiste de ce terreau entrepreneurial que nous avons. Alors, ok, il y a le dernier livre d'Agnès Verdier-Molinier. Bon, ok, c'est une penseur, elle est penseur assez ultra-libérale, mais elle dit quand même des choses avec des chiffres qui sont assez argumentés. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il faudrait beaucoup plus mettre de l'argent sur l'amorçage des entreprises. Il y a 4 milliards d'euros qui est consacré à l'amorçage. Il faudrait qu'il y en ait plus, et surtout, il faudrait que les normes et la fiscalité se simplifient un peu pour que ça aille encore plus loin. Parce que la France n'est pas connue pour être le pays le plus favorable à l'entrepreneuriat, hein. Et pourtant, il y a tout ça. Et il faut voir aussi que depuis 5-6 ans, ce n'est pas si vieux que ça, hein, les villages BAICA ont accompagné énormément d'entrepreneurs justement en amorçage. Après, il y a le relais de la BPI pour tout ce qui est croissance, développement. Et il y a aussi, bien sûr, le réseau du gouvernement, la French Tech. La French Tech, ça, c'est vraiment quelque chose, le réseau de l'État, en fait. D'un côté, il y a une grande banque qui a vraiment mis en place ce réseau des villages BAICA, qui a été un formidable accélérateur de lancement, une rampe de lancement formidable. Moi, je me souviens, quand j'ai tenté de lever des fonds, c'était en 2000, en plus, c'était en 2008, juste après la crise financière, la grosse crise financière.
Bon, ben, aujourd'hui, vous arrivez avec une idée, même des fois des idées incroyables. Regardez, il y a une entreprise qui a levé 40 millions d'euros auprès d'Antoine Griezmann. Et c'est l'entreprise Sorare. Et Sorare, en fait, c'est des échanges de cartes de jeu, de cartes de joueurs de foot. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou de savoir ça. Ouais, tout est possible. Hein. C'est possible. Il est là, le message optimiste. Et puis, Voilà, un message optimiste. Je trouve ce qui est notable, ce que tu nous dis, c'est que toutes ces créations, enfin, ces montants en puissance d'entreprise, ça s'est passé en 2021. Ah oui, il y en a eu. Mais il y en Dans a la eu. quelque part, il y a aussi ce côté tout est possible. C'est pas les conditions extérieures qui dictent les choses, en fait. Exactement, absolument. C'est pour ça que j'ai mentionné ces 12 entreprises créées en 2021. 12 ou 13, je ne sais plus. Mais voilà, voilà. Il y a des opportunités, voilà. Dans toute crise, il y a des opportunités. Mais bien sûr, dans toute crise, dans toute guerre, dans tout événement que 90% des gens vont considérer comme non porteurs d'opportunités, il y a toujours 10%, peut-être moins, je ne sais pas, hein. Là c'est moi qui invente les chiffres, qui vont trouver que c'est une opportunité. Et ce sont les optimistes. Transformons les crises en opportunités et voilà, c'est une question de changer de choses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, génial, Florence. En tout cas, un grand merci pour ton partage, pour cette originalité là, dans ta présentation des mariages. C'était très, très chouette. Et puis, n'hésitez pas à retrouver Florence sur Rennes. N'hésitez pas aussi à lire son super livre. Redonne-moi le titre de Florence. Alors, est-ce qu'il est Grave la pêche? Moi, j'ai retenu la pêche, mais Grave la pêche, et en 2022, Grave l'équipe qui va sortir. Génial, génial, génial. En tout cas, merci pour ta belle énergie, Florence. Et puis, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci Virginie. Ciao, ciao.